Pour les parents, notamment les mamans, lorsque les enfants reprennent le chemin de l'école, beaucoup ne savent pas souvent quoi donner à l'enfant comme déjeuner, comme goûter à l'école. Certaines sont embarrassées. Est-ce qu'on devrait laisser l'enfant manger dans les cantines de l'école ou alors on devrait faire des plats emportés à l'enfant? Que mangent nos enfants à l'école? Que devrait-on mettre dans leur lunch box? Les réponses à ces questions seront données tout à l'heure avec notre invité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine de la santé Check-up qui, cette semaine, s'intéresse à l'alimentation de nos tout-petits. Et avec un pédiatre, on parlera de cette alimentation dans son ensemble. À présent, je vous invite à aller rencontrer notre invité. À tout de suite. Pour la suite. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à présent avec notre invité de ce jour, le docteur Boulou Benedictus Gentu. Il est pédiatre et avec lui, on va parler de notre thème de cette semaine. Bonjour, docteur, et merci de nous recevoir. Bonjour, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de pouvoir contribuer à l'information de la population. Alors, docteur, avec vous, on va parler de l'alimentation de nos tout-petits. Vous savez, c'est la rentrée scolaire. Les mamans ont beaucoup de mal à se décider sur ce qu'elles vont mettre dans le sac de leur enfant, de ce qu'ils vont manger à l'école, de ce qu'ils vont rentrer et manger à la maison. Et lorsqu'on parle d'alimentation des tout-petits, on sait que l'alimentation commence à partir de 6 mois. Bref, il y a l'allaitement maternel qui commence à la naissance, mais à partir de 6 mois où s'opère une diversification, c'est à ce moment que commence l'alimentation des tout-petits. Alors d'abord, dites-nous, c'est quoi la diversification alimentaire et comment ça se passe? À partir de 6 mois, le lait, qu'il soit maternel ou autre, devient insuffisant pour couvrir tous les besoins de l'enfant. Pas inutile. Donc, ce qu'il faut introduire à 6 mois, il faut que ce soit d'abord quelque chose de léger, de très léger. Donc une alimentation semi-liquide, si vous voulez, ou semi-solide. Ainsi, on peut faire de la bouillie de maïs, si on veut. Il vaut mieux faire une bouillie de maïs enrichie de soja, par exemple. Alors, docteur, je l'ai dit, on parle aujourd'hui de l'alimentation de nos tout-petits, surtout en période de classe. Est-ce que l'enfant, avant de partir à l'école, devrait manger à la maison? Il est absolument nécessaire que l'enfant puisse manger à la maison le matin avant de partir à l'école. Vous savez, ce que nous appelons en français petit déjeuner est appelé en anglais breakfast, c'est-à-dire coupe-jeûne. Pourquoi? Parce que l'enfant est resté à jeun pendant la nuit. Pendant qu'il dormait, il ne mangeait pas, il était à jeun. Mais son organisme, lui, ne dormait pas. Le métabolisme continuait. Donc son organisme a digéré ce qu'il avait mangé la veille. Donc il n'y a plus rien au niveau de son estomac et il n'y a plus rien que l'organisme peut utiliser pour son énergie. Pour ça, il faut apporter un repas qui puisse lui donner de l'énergie, suffisamment d'énergie pour pouvoir faire ses activités de la journée, pour pouvoir bien suivre ses cours, pour pouvoir bien évoluer à l'école. C'est pour cela que le petit déjeuner est un repas très important qu'il ne faut jamais sauter. Il ne faut pas que l'enfant puisse partir à l'école le ventre vide. Il faut l'encourager absolument à prendre son petit déjeuner avant de quitter la maison. Voilà, docteur, quand je comprends vos explications, vous dites qu'il est important pour l'enfant de prendre le petit déjeuner, donc de toujours manger avant de quitter la maison. Mais qu'est-ce que l'enfant devrait manger au petit déjeuner? Vous savez, le problème du petit déjeuner, de la composition du petit déjeuner est assez variable selon les cultures et selon les endroits. Par exemple, ceux qui ont l'habitude de prendre le petit déjeuner de type européen
prennent généralement du pain le matin avec, pour l'enfant, hein, il s'agit de l'enfant, oui. Donc du pain avec une omelette par exemple ou un œuf bouilli, mais il faut y ajouter de préférence des légumes et de fruits. Il ne faudrait pas que cela puisse manquer. Les fruits peuvent être sous forme de jus naturel, pas les jus achetés dans les grandes surfaces, mais les jus pressés, maison de préférence, ou alors un fruit à pulpe que l'enfant peut manger, puis des légumes. Il faudrait que ce soit comme cela de préférence. Bon, ceux qui ont l'habitude de prendre le petit déjeuner de type anglo-saxon peuvent prendre des céréales, hein, par exemple des céréales, mais il faut aussi toujours ajouter de préférence du fruit et des légumes à ce petit déjeuner-là. En plus, il faut toujours du lait. Il faut que l'enfant prenne toujours du lait au petit déjeuner, absolument. Et si on peut ajouter également d'autres produits lactés, comme du fromage, ce ne serait pas une mauvaise chose. Docteur, vous avez donné là quelques exemples de petits déjeuners, mais on se rend souvent compte que dans certaines familles, il y a des parents, des mamans qui donnent les restes de nourriture aux enfants. Est-ce que c'est indiqué? Nous ne conseillons pas cela. Nous ne conseillons pas de donner à l'enfant le reste de nourriture de la veille au petit déjeuner, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la conservation qui n'est pas toujours optimale. Vous savez, je crois que vous entendez parler plusieurs fois des cas d'enfants qui ont mangé une nourriture de la veille et qui se sont intoxiqués. Bon, cela est compréhensible parce qu'il y a souvent une pullulation de microbes, un développement de beaucoup de microbes dans cette nourriture et ils attrapent ce qu'on appelle une toxi-infection alimentaire. Donc ils s'intoxiquent par des microbes qui étaient contenus dans ces aliments de la veille qui ont été mal conservés. Bon. Une autre raison, c'est que le repas, dans nos traditions, dans nos cultures, dans nos habitudes, le repas que l'on donne à l'enfant le soir et que l'on garde pour le lendemain, souvent sont des repas très très lourds que l'organisme a beaucoup de mal à digérer et qui donnent souvent sommeil, qui peuvent vous donner sommeil à l'enfant au moment où il est à l'école. Le petit déjeuner normal tel que nous l'avons décrit ne va pas lui donner sommeil. Il va être bien alerte, mais quand vous mangez une grosse boule, vous donnez à l'enfant une grosse boule de couscous ou quelque chose d'autre de très très lourd comme ça peut aller l'endormir et il ne sera pas suffisamment à l'éveil pour suivre ses cours. Voilà qui est clair. Nous espérons que les mamans qui nous regardent en ce moment ont compris qu'il est important de ne pas donner les restes de nourriture aux enfants le matin en lieu et place de petits déjeuners. Alors, docteur, dites-nous déjà, il y a certaines mamans qui pensent qu'une fois avoir donné le petit déjeuner à l'enfant, l'enfant n'a plus besoin d'emporter un plat à l'école. Et parfois même celles qui donnent, après le petit déjeuner, qui donnent même un goûter, ne savent pas quoi mettre dans l'assiette concrètement, vu qu'elles estiment qu'elles ont tout donné au petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans l'assiette de l'enfant comme déjeuner pour qu'il va à l'école avec? L'enfant qui va à l'école aura augmenté son énergie là-bas à l'école. Donc une dépense d'énergie plus importante, que ce soit dans les jeux, pendant la récréation, que ce soit même à cause des activités intellectuelles. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais quand nous réfléchissons, quand nous utilisons notre cerveau pour réfléchir, nous dépensons énormément d'énergie. Et il faut pouvoir remplacer cette énergie, sinon le corps sera beaucoup plus fatigué que nécessaire. Donc il faut pour cela que l'enfant puisse partir avec quelque chose qui l'aide à remplacer cette énergie. Et ce quelque chose, c'est la nourriture. Donc il faut absolument qu'il amène de la nourriture à l'école avec lui. Maintenant, quelle doit être la composition de cette nourriture? Pour le dire, j'aimerais d'abord donner le grand groupe de nourriture ou d'aliments que les parents doivent connaître pour pouvoir composer le goûter de leur enfant ou la nourriture de leur enfant, le repas de leur enfant qui doit aller à l'école. Il y a 3 très grands groupes. Le premier grand groupe, ce sont les aliments qui aident le corps à se construire, à se bâtir. Donc, le deuxième grand groupe, ce sont les aliments
qui aident le corps à travailler, à fonctionner, donc qui donnent de l'énergie, qui donnent de la force au corps. Et le troisième groupe, ce sont les aliments qui protègent le corps, qui protègent l'organisme de l'enfant. Donc ce sont les aliments de protection. Alors, les aliments qui donnent de l'énergie, ce sont des aliments qui sont composés de ce qu'on appelle les glucides, donc, ou des sucres, si vous voulez. C'est le cas du pain, par exemple, le cas du plantain, le cas des ignames, le cas des pommes de terre. Les aliments qui donnent de l'énergie, je dois aussi ajouter les graisses, les différentes graisses, les huiles, ça donne beaucoup d'énergie aussi. Maintenant, les aliments de construction qui aident les cellules de l'enfant à se construire, qui aident le muscle à se construire, ce sont des aliments qui sont riches en protéines. Et les aliments riches en protéines, c'est par exemple la viande, l'œuf, le poulet, le poisson, les haricots, et ainsi de suite. Donc, ce sont des aliments qui sont riches en protéines, qui aident le corps de l'enfant à bien se construire. Dans les aliments de protection, il y a les fruits et les légumes. Parce que les aliments de protection sont les aliments qui sont riches en vitamines et qui sont riches en sels minéraux. Donc, ce sont les légumes et les fruits. Là, il n'y a que ces deux catégories-là. Alors, pour composer donc le plat que l'enfant doit amener à l'école, il faut retrouver ces trois groupes d'aliments dans le plat de préférence. Donc, il faut mettre à l'enfant un aliment au moins du groupe des aliments énergétiques. Donc, ça peut être de plantain, ça peut être du riz, ça peut être du pain, ça dépend des habitudes de la famille. Ça peut être de l'igname, ça dépend des habitudes de la famille. Bon, il faut qu'il y ait également un aliment du groupe des aliments de construction, donc les aliments riches en protéines. Ça peut être de l'œuf, ça peut être du poisson, ça peut être de la viande, ça peut être de la volaille comme du poulet, par exemple. Et il faut mettre les aliments de protection, donc de fruits et de légumes. Ça ne doit surtout pas du tout manquer. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas l'habitude de mettre, de donner de fruits et de légumes à leurs enfants, mais c'est une grosse erreur. Ça ne doit absolument pas manquer. Ce sont des aliments qui sont riches en vitamines et en sels minéraux et qui protègent bien l'enfant. Donc il faut qu'il y ait toujours au moins un fruit et au moins des légumes. Bon, si on ne peut pas mettre et le fruit et les légumes, qu'on mette au moins de fruits que l'enfant peut manger. Voilà, docteur, on va marquer le premier arrêt de cette émission pour aller suivre ce reportage. Un reportage que nous avons réalisé en regardant ce que les mamans donnent comme petit déjeuner à leurs enfants. On regarde. C'est la rentrée. Entre reprise de travail pour les parents et reprise d'école pour les enfants, les mamans ne savent plus où mettre la tête, surtout lorsqu'il faut concocter des repas variés et équilibrés. Il faut passer plusieurs heures à la cuisine. Beaucoup sont souvent embarrassés lorsqu'il faut préparer le petit déjeuner, le goûter et le déjeuner de leurs enfants. Beaucoup ne savent pas quoi mettre dans les gamelles, surtout lorsqu'on a des enfants qui sont réfractaires à certains aliments. Quelques mamans rencontrées dans la rue nous parlent de comment elles procèdent pour préparer le goûter de leurs enfants. Ma fille qui va à la maternelle, elle aura 3 ans cette année. Donc ce que je lui mets dans sa gamelle, c'est, je fais des tartines, mais ce sont des plats qui varient. Donc une tartine à la confiture, ensuite je peux lui mettre un œuf dur dans sa gamelle et du lait. Donc elle va prendre soit le lait à la maison en biberon, soit un aliment lacté qu'elle va prendre à l'école. Alors il y a des jours où je varie, je peux aussi mettre des pommes sautées avec des omelettes et de l'eau tout simplement. En ce qui concerne l'apport de légumes, elle va retrouver ça à la maison, sinon ça va faire beaucoup. Absolument, je me suis documentée, j'ai demandé à son pédiatre, je suis aussi allée fouiner un peu sur internet. Et c'est un mélange de tout ça et voilà, donc
je fais de mon mieux, c'est pas facile. Et la journée d'école de mes enfants est assez longue, donc je prévois le goûter pour 10 heures et une gamelle d'un repas pour midi. Donc le goûter est composé d'un sandwich, généralement du pain avec du saucisson ou des œufs. Donc j'essaye de varier comme je peux ou bien avec des crudités. Voilà. Et pour midi, c'est un féculent, un apport en protéines, c'est-à-dire que la viande, du poulet et juste le strict minimum quoi. Va tenir et puis un petit fruit aussi. Les fruits de pomme parce que trop de pain c'est pas souvent bien pour l'enfant. Et je mets les trucs légers pour que l'enfant ne dort pas. Ce que je mets dans la gamelle des enfants chaque matin, je varie. Ça dépend. Lundi, je peux mettre le pain, je charge avec du chocolat. Mardi, je fais les œufs avec le plantain, je mets dans le bol. Et mercredi, je fais encore du pain. Bon, jeudi, je fais encore les œufs avec les pommes. Non, on varie selon parce que je mets toujours les mêmes goûters tous les jours. L'enfant peut ne pas manger. En plus, quand il arrive aussi à l'établissement, quand il trouve que son camarade de classe a peut-être autre goûter, il dit que mais maman, demain tu me fais aussi telle chose. Hein. Bon, ça dépend. Le lundi, par exemple, je peux faire des omelettes. Le mardi, je fais des céréales au lait. Le mercredi, je fais des pâtes alimentaires. En fait, je varie en fonction de ce que je trouve sur le marché et en fonction de leur équilibre. Je varie pour qu'ils ne perdent pas de l'appétit et qu'ils continuent à apprécier leur repas au quotidien. Je suis plus portée sur les pains de mie parce qu'il est moins dur et vous savez, les enfants, c'est pas évident pour eux de croquer du pain tous les jours. Beaucoup de parents aujourd'hui préparent les goûters et les déjeuners de leurs enfants à la maison que de les laisser manger à l'école. Car ceci fait suite aux cas d'indigestion et autres maladies contractées par ces derniers après avoir mangé à l'école. Dans certaines écoles, dans les cantines scolaires, les règles d'hygiène sont tout de même respectées. Les boissons et les repas vendus sont d'aucun danger pour les enfants qui les consomment. Retour sur ce plateau après ce reportage très édifiant sur notre thème du jour. Docteur, on va poursuivre notre entretien. On a remarqué, docteur, que les mamans ont souvent des difficultés à amener leurs enfants à consommer certains aliments. Vous avez parlé de 3 grands groupes tout à l'heure avant qu'on mette de reportage. Et on a remarqué que les enfants sont beaucoup plus friands des frites, des chocolats, des bonbons, des mayonnaises, des ketchup, bref, de tous ces additifs-là, mais ne veulent pas prendre les fruits et les légumes. Et c'est souvent une bagarre entre la maman et l'enfant qui veut amener l'enfant à consommer ces différents groupes d'aliments-là. Alors, comment devrait réagir la maman dans ces cas-là si l'enfant ne veut que les frites, ne veut que des bonbons, ne veut que des sucreries, ne veut pas des légumes, encore moins des fruits? L'alimentation, c'est aussi un apprentissage pour l'enfant. Donc, pour qu'un enfant, par exemple, puisse aimer le fruit et les légumes, il faut commencer à le lui donner dès le moment de la diversification. Parce que nous avions parlé de plats légers, de bouillie légère, mais il faudrait que j'ajoute qu'il y a aussi les légumes et le fruit qu'on donne à partir de ce moment-là, bien sûr, avec une texture que l'enfant de 6 mois ou de 7 mois peut avaler facilement parce qu'il ne peut pas encore mâcher de sa nourriture en ce moment-là. Et petit à petit, en grandissant, on lui donne ce qu'il peut mâcher, et ainsi de suite. Alors, si on ne l'a pas habitué dès le départ à un goût donné, il n'aimera pas ce goût-là.
Par exemple, si vous habituez votre enfant à partir de 6 mois, entre 6 mois et 1 an, vous ne lui donnez que des éléments qui sont sucrés, il est normal que quand il aura 3 ans et qu'il sera en train d'aller à l'école, il n'aimera que ce qui est sucré. Il n'aimera pas les choses qui sont moins sucrées, qui sont aigres ou qui sont amères, par exemple. Mais quand vous diversifiez même ses goûts, donc vous lui donnez des goûts différents dès le départ, il va s'habituer à ces goûts et il s'y adaptera. Donc ça, c'est déjà dès le départ. Maintenant, que faire quand un enfant ne veut pas un goût donné? Par exemple, ne veut pas manger de fruits ou manger de légumes, tout ça. Eh bien, il ne faut pas se décourager. Première chose, il ne faut pas le taper pour cela. Il ne faut pas le gronder pour cela. Parce que si vous le tapez, ou si vous le grondez en lui donnant cet aliment-là, il considérera cet aliment comme une corvée que vous lui imposez. Il faut que l'alimentation ou le repas puisse être quelque chose d'agréable pour l'enfant. Il faut que ce soit quelque chose qu'il apprécie et qu'il apprend à aimer. Donc il faut le lui donner. Il y a beaucoup de stratégies que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser des stratégies des jeux, des stratégies ludiques, par exemple. Vous faites comme un jeu, donc chacun va... prenons le cas d'une banane. Un enfant qui n'aime pas manger la banane. Non, vous faites un jeu, vous dites, écoutez, moi, la maman, je vais croquer cette banane, toi aussi tu vas croquer. On va le faire à tour de rôle et on va voir qui croquera le tout dernier, la toute dernière tranche de banane, le tout dernier morceau. Donc tu croques un peu, tu lui donnes, il va croquer. Parce que pour lui, c'est un jeu. Et à force de jouer de cette façon-là, à la longue, il va commencer à aimer le goût de la banane et il va commencer à manger la banane. Donc il y a plusieurs façons de le faire, mais de façon vraiment très très ludique, très amusante, qui est très agréable, qui puisse l'amener à le faire. Vous pouvez même le faire sous forme d'histoire. Les enfants aiment beaucoup les histoires. Vous racontez des histoires où lui, il devient un acteur de cette histoire que vous racontez. Dans cette histoire, il apparaît par exemple que l'acteur principal doit manger par exemple une banane et demie au bout d'un certain temps. Ben, lui étant l'acteur principal, il va arriver à manger cette banane et demie parce qu'il doit jouer son rôle auquel il s'est identifié. Donc il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser, mais toujours des stratégies ludiques, mais pas se mettre à taper l'enfant parce qu'il refuse de manger. Pour lui, ce sera une mauvaise expérience. Ce sera une corvée que vous lui imposez et il va se braquer, il va refuser de se plier à cela. Voilà, docteur, une réponse qui va certainement faire sauter de joie les mamans. Il suffira juste qu'elles appliquent tout ce que vous avez dit. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Check-up et aujourd'hui nous sommes avec un pédiatre, le docteur Boulou Benedictus Dientui, et avec lui nous parlons de l'alimentation de nos tout petits. Vous savez, c'est la rentrée. Alors, docteur, dites-nous, on parle toujours d'alimentation équilibrée, C'est quoi une alimentation équilibrée? Justement, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui contient les 3 grands groupes d'aliments, comme je vous l'ai dit. Bon, maintenant, il faut aussi respecter certaines proportions. Bon, les proportions peuvent varier d'âge en âge, éventuellement, mais en gros, les proportions sont telles que les fruits et les légumes doivent être majoritaires, notamment les légumes, doivent être majoritaires dans le plat. En deuxième lieu, on doit retrouver le riz ou le plantain ou l'igname, ainsi de suite. Et les protéines doivent venir en 3e position en quantité. Je sais que pour beaucoup de gens, ils mettent en très grande quantité le plat énergétique et puis en 2e lieu, ils mettent le plat de protection comme les légumes et puis en 3e lieu, ils mettent les protéines. D'autres mettent même les protéines en 2e lieu et puis l'autre là. Mais là, ce ne sera pas vraiment très avantageux parce que le corps n'a souvent pas besoin de beaucoup de protéines et il n'a pas nécessairement besoin d'énormément de sucre donc ou de graisse comme aliment énergétique. Il a besoin
par contre de beaucoup d'aliments de protection, donc les vitamines et les sels minéraux. C'est pour cela qu'on doit mettre beaucoup de légumes, un peu moins le plat de base, donc le plantain, le manioc, le riz, et ainsi de suite. Et puis, beaucoup moins encore les protéines. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas mettre de protéines du tout. Les protéines doivent toujours être là, mais ce sont les proportions en quantité. Donc les protéines viennent en troisième position après les légumes et les plats de base. Docteur, si je comprends bien, les personnes qui font souvent, on voit souvent dans certaines familles, on met 2 gros morceaux de poulet, un gros poisson, parfois avec un seul bâton de manioc, ou alors on met 5 bâtons de manioc avec, par exemple, un demi-poisson. Ce sont des comportements à proscrire. Donc dans les plats, ce qui devrait être dominant, ce sont les légumes et beaucoup plus les fruits. C'est exact, docteur? Oui, c'est exact. Les légumes devaient vraiment être dominants. Bon, c'est vrai que le fruit ne constitue pas généralement, ne fait pas partie du plat principal, parce qu'on le prend généralement soit comme goûter, soit comme dessert. Mais dans le plat principal, les légumes doivent effectivement être la partie la plus abondante, la partie la plus importante formant le plat. Et certaines habitudes que nous avons, de mettre par exemple dans le même plat la viande, le poisson et l'œuf, par exemple, dans le même plat, ça ne sert absolument à rien. Oui, donc vous voyez, il y a la viande, il y a l'œuf, il y a le haricot, il y a le poisson. Vous donnez à quelqu'un, ça ne sert absolument à rien, sauf à surcharger cette personne-là de protéines. Ce qui peut avoir beaucoup de conséquences délétères, notamment sur les reins, qui peuvent, à la longue, connaître un blocage ou un mauvais fonctionnement en général, ou qui peuvent aussi conduire à certains effets comme l'obésité. Le poisson, l'œuf, le haricot, la viande, tout ça, ce sont des paquets de protéines que vous donnez à la personne. Pourquoi vous devez multiplier tous ces paquets de protéines? Un seul de ces éléments serait amplement suffisant. Si vous donnez le poisson, donnez-lui du poisson. Au prochain repas, vous pouvez lui donner de la viande. À un autre repas, vous pouvez lui donner des œufs. Donc vous n'avez pas besoin de mettre tout cela en même temps. Et ça ne sert à rien de donner à un enfant de 3 ans 2 cuisses de poulet à manger en même temps. Ça, vous lui apprenez peut-être seulement à devenir gourmand, mais ça ne lui profite pas. Ça lui fait au contraire du mal en ce moment-là. Une seule cuisse de poulet, c'est amplement suffisant. Voilà, docteur, vous avez très bien expliqué ce que c'est que l'alimentation équilibrée, mais d'après les derniers chiffres de l'UNICEF, il ressort que de nombreux enfants au Cameroun souffrent de malnutrition, surtout dans la partie septentrionale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par malnutrition? À quel moment un enfant souffre de malnutrition? À quel moment on commence à parler de malnutrition chez un enfant? Bien, la malnutrition signifie tout simplement la mauvaise nutrition, comme le mot l'indique. Ça signifie que l'alimentation que l'enfant a consommée n'a pas été bonne, si bien que cela a eu des conséquences désastreuses dans son organisme. Alors, il y a 2 types de malnutrition. Soit une malnutrition par excès d'alimentation, soit une malnutrition par insuffisance d'alimentation. Par excès d'alimentation, on aboutit généralement à ce qu'on appelle l'obésité. Il y a 2 grands groupes de malnutrition. Il y a des malnutritions par carence de pratiquement tous les aliments. Donc, la quantité de nourriture que l'enfant consommait était insuffisante, que ce soit en énergie, en protéines ou en vitamines et sels minéraux. Et cela donne ce que l'on appelle couramment marasme. Donc l'enfant va être
trop maigre et trop petit de taille pour son âge à cause de cette insuffisance. Parce que le corps n'a pas pu se construire correctement, n'a pas pu grandir, n'a pas pu évoluer comme il faut, parce que la quantité de nourriture que l'enfant consommait n'était pas suffisante. Il y a des carences en protéines également. Donc l'enfant pouvait avoir consommé suffisamment de nourriture, mais avec très peu de protéines. Là, c'est par exemple les gens qui vont manger rien que des féculents, donc les aliments qui sont riches en sucre, avec des légumes, ou des féculents tout seuls, ou des féculents avec des légumes, mais où il n'y a pas de protéines. Donc, ils ne consomment pas de viande, pas de poisson, pas de haricots. Donc, ils ne consomment pas suffisamment de protéines. Donc, il y a une carence en protéines. Ces enfants-là vont avoir ce que l'on appelle kwashiorkor. Ce sont des enfants qui souvent ont des œdèmes. Donc, vous voyez, le corps est gonflé. Ils sont très tristes. Ils sont moches à voir, en gros. Donc, c'est vraiment... ils ont des cheveux qui se sont complètement décolorés, qui deviennent très cassants ou très soyeux. Donc, ça, là, c'est le kwashiorkor. Il y a aussi d'autres carences alimentaires qu'on peut avoir. Par exemple, les carences en vitamines. Pour ceux qui ne mangent pas suffisamment de légumes et de fruits, ils peuvent avoir des carences dans certaines vitamines ou même dans beaucoup de vitamines en même temps. Ils peuvent avoir des carences en fer, avec comme conséquence l'anémie. Ils peuvent avoir des carences en vitamine D ou en calcium, avec conséquence, par exemple, le rachitisme, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de carences qu'on peut avoir. Tout ça, c'est la malnutrition. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le programme, c'est Check-up. Et on parle aujourd'hui de l'alimentation de nos tout-petits avec notre invité. Alors, docteur, on s'achemine déjà vers la fin de cet entretien. Repas de cantine, repas fait maison. Qu'est-ce que vous conseillez aux mamans pour le goûter de leurs enfants? Pour les repas de cantine, bon, il y a des écoles qui ont des cantines en leur sein et qui prennent donc en charge les repas des élèves. Généralement, ces écoles ont pris conseil pour la cantine, pour la mise en place de leur cantine. Ils ont pris des conseils auprès de soit un nutritionniste, soit un diététicien, soit un pédiatre pour la composition de leur repas. Et là, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Pour les parents qui font la gamelle de leur enfant à la maison pour amener à l'école, alors je conseille généralement de ne pas mettre de la nourriture liquide. Donc, ne mettez pas de la sauce liquide, par exemple. C'est plus difficile pour l'enfant de gérer cela tout seul à l'école. Ce sera plus salissant et plus facile aussi à se contaminer. Mettez des aliments plus ou moins secs. Et là aussi, vous voyez l'importance de l'eau. Quand vous donnez des aliments secs, il faut que l'enfant boive beaucoup plus d'eau encore pour éviter, par exemple, le problème de constipation, de mauvaise digestion. Vous mettez dans la gamelle un aliment énergétique. Voilà, docteur, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Nous sommes très ravis de toutes ces informations que vous avez données à nos téléspectateurs sur le sujet de cette semaine. Nous espérons qu'elles sont suffisamment satisfaites par toutes vos informations. Alors, un mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs, notamment des mamans qui nous regardent. Ce que je peux dire comme mot de la fin, c'est que les mamans ne doivent pas hésiter de demander conseil au personnel de santé, notamment les médecins, pas seulement les pédiatres. Merci, docteur, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir édifié nos téléspectateurs. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de votre magazine de la santé sur Canal 2 International qui était consacré à l'alimentation de nos tout-petits. Et avec notre invité, on a fait le tour de la question. Il nous a parlé
de ce qu'on entend par repas équilibré, ce qu'on devrait mettre dans l'assiette de nos enfants, dans les gamelles de nos enfants. C'est quoi la malnutrition, ce qu'il faut faire pour éviter d'en arriver là. Bref, on a été suffisamment édifiés, je crois, sur le thème de ce jour-ci. Si vous avez encore quelques zones d'ombre, quelques préoccupations, écrivez-nous tout simplement sur la page Facebook de l'émission en tapant Check-up 2019. On pourra répondre à vos questions et pourquoi pas nous faire des suggestions de thèmes, des suggestions en ce qui concerne la santé. Ça pourrait toujours aider. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Canadien International. À très bientôt.